aujourd'hui. Je suis vraiment super honorée d'être avec vous aujourd'hui. J'aime tellement ça, partager tous ces beaux enseignements qui changent la vie, qui ont changé la mienne, qui la changent à tous les jours et qui changent aussi celle des humaines que j'accompagne. Donc, c'est vraiment un bonheur pour moi de partager ça avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un atelier initiatique. Donc, c'est sûr qu'en 1 heure, pour parler de gynécologie ayurvédique, c'est vraiment extra rapide, mais j'ai essayé d'en donner le maximum pendant cette heure-là. Je suis consciente que j'ai probablement beaucoup trop de diapos. Je pense que j'en ai 27. C'est incroyablement beaucoup trop. Mais je vais essayer de passer à travers tout ça tout en étant la plus claire possible. Il y a des concepts dans ça avec lesquels vous êtes peut-être déjà super familière. Peut-être pas. Puis si ça vous dit peut-être d'écrire dans le chat quel est votre niveau de connaissance ou d'exposition jusqu'à maintenant avec l'Ayurveda. L'Ayurveda en général et peut-être plus spécifiquement la gynéco ayurvédique. Donc, comment on adresse, par exemple, les défis menstruels, les défis hormonaux avec l'Ayurveda. Puis ici, tout est ouvert, on est dans l'accueil, c'est dans le non-jugement, évidemment, et on est tous ici pour la même raison, pour en apprendre davantage. Donc, si ça vous dit de partager dans le chat, vous êtes bienvenus, vraiment les bienvenus. Merci Amandine, donc aucune connaissance, parfait. Donc, ça me donne aussi une idée du niveau d'ajustement que je vais peut-être avoir besoin de faire dans mes enseignements. Et ça me confirme aussi que de commencer vraiment à la base, comme je le disais, comme c'est un atelier initiatique, ben c'est probablement la meilleure idée là, pour que tout le monde arrive à suivre. Donc, vous pouvez continuer d'écrire vos petits commentaires où est-ce que vous vous situez dans le chat. Puis, pendant ce temps-là, moi, je vais préparer mon partage d'écran. Donc, je vois quelques commentaires. Pour moi, c'est 1/10, 0. Léa qui a commencé un cursus de conseiller consultante en Ayurveda en septembre. Bon, super. Donc, on a quand même différents niveaux de connaissances. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Donc, je pense qu'il y en aura pour toutes et pour tous. Donc, merci d'avoir pris le temps. Donc, notre atelier d'aujourd'hui, prendre soin plus spécifiquement de ces hormones par la gynéco holistique et ayurvédique. Évidemment, comme on est dans l'Ayurveda et dans une approche qui est très holistique à la base, hein, l'Ayurveda, c'est une approche qui est très intégrative. On va en parler un petit peu plus tantôt. Eh bien, on va parler autant de la connexion du corps avec l'esprit, de l'humain avec son environnement. On va parler autant des plantes médicinales, des rituels. Donc, on est vraiment il faut vraiment se mettre dans le saut, dans la perspective où on est dans une approche millénaire. C'est certain que c'est une approche qui a été contemporanisée. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais qu'on a rendu plus contemporaine. Et aujourd'hui, on va vraiment valser entre justement ces connaissances vraiment très, très millénaires de base et aujourd'hui, comment on l'applique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Ayurveda, à la base, on parlait de défis gynécologiques sans nécessairement les appeler comme ça, mais on parlait, par exemple, des défis au niveau du système reproducteur, des menstruations et tout ça, quoique elles étaient quand même assez rares à l'origine parce que ben, les femmes étaient beaucoup plus connectées à leur corps, à leur environnement, à la lune. Mais c'est quand même un département qui existait dans l'Ayurveda. Par contre, on ne parlait pas nécessairement d'hormones comme telles. Et vous allez voir, on en parlait vraiment beaucoup plus en termes d'énergie. Donc, des énergies plus masculines, plus féminines. Et ici, on va vite reconnaître dans l'énergie plus masculine des hormones plus yang, justement, comme l'estrogène, les estrogènes, et des hormones plus yin, comme la progestérone, par exemple. Mais, euh, mais c'est ça, on va démêler tout ça ensemble.
Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un survol de comment on peut prendre soin de sa santé féminine, de ses hormones féminines avec la gynéco ayurvédique. Donc, c'est certain que je vous verrai peut-être pas si vous levez la main. Comme on n'est pas beaucoup, je vais vous donner l'accès à l'ouverture de vos micros. Je pense que ça va être plus simple. Je vais faire des petites pauses, ça et là, pour voir s'il y a des questions. Et je vais essayer de garder du temps, évidemment, vers la fin pour répondre à des questions. Puis peut-être essayer quand même de lever la main, là, voir ce que ça va dire, si jamais, parce que je ne vous vois pas toutes avec le partage d'écran. Donc, j'essaierai de vous donner la parole le plus possible si c'est nécessaire. Donc, on va commencer par la base. Hein. L'Ayurveda, en fait, peut-être pour se mettre en contexte d'ores et déjà, l'Ayurveda, c'est la médecine millénaire indienne. Donc, son origine, c'est vraiment en Inde. On remonte à au moins 5000 ans et il y a certains textes qui nous parlent que c'est une médecine qui pourrait remonter à jusqu'à 8000 ans. Donc, on valse entre le 5000 et le 8000 ans. Et l'Ayurveda, c'est spécifiquement la médecine de l'Inde, mais c'est une médecine qui est très, très préventive. Donc, contrairement à la médecine allopathique, la médecine contemporaine, conventionnelle qu'on connaît beaucoup dans nos sociétés plus occidentales, qui est une médecine plus réactive, une médecine qui soigne, l'Ayurveda, c'est une médecine très préventive. Bon, évidemment, elle va soigner, mais elle fait beaucoup, beaucoup de prévention en amont, en donnant des enseignements sur le mode de vie qui nous permet de préserver la santé. Et on va voir qu'on parle de santé dans tous les axes, pas seulement la santé physique. Ensuite de ça, ben, on parle souvent, en tout cas, moi, j'aime beaucoup les appeler les sœurs siamoises, le yoga et l'ayurveda, parce que le yoga, c'est aussi une discipline indienne, donc qui origine de l'Inde et qui remonterait aussi entre 5000 et 8000 ans. Et dans les textes traditionnels, donc les vrais textes anciens, on parle d'Ayurveda comme étant vraiment la discipline, même si elle intègre beaucoup d'éléments de cosmologie, d'astrologie. Puis là, on ne parle pas de l'astrologie conventionnelle, mais vraiment une astrologie très ayurvédique. Et on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Et qu'elle intègre beaucoup aussi d'éléments spirituels. Ben, on parle vraiment de l'Ayurveda comme une science, donc une science médicale, alors que le yoga, c'est vraiment beaucoup plus le corporel. Pas le corporel, mais le spirituel. Donc, on pourrait dire que l'Ayurveda, c'est la santé mentale, la santé physique, et le yoga, c'est la santé spirituelle. Mais évidemment, aujourd'hui, dans notre monde plus contemporain, on a un peu mélanger tout ça et l'important, c'est que ce soit aligné avec nous et qu'on en retire les enseignements dont on a besoin. Donc, à la base, comment l'Ayurveda définit la santé? C'est ce qu'on appelle Svasta. Donc, pour l'Ayurveda, être en santé, c'est pas juste que notre système corporel, nos systèmes corporels fonctionnent bien. C'est aussi et surtout d'être aligné, donc de sentir que dans notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel, on est aligné. Donc, on est à la bonne place, qu'on est, on est aligné. Je pense que ça dit tout. Ensuite, de bien connaître sa nature profonde. Et je vais le nommer avec le prochain parce que pour moi, ça va vraiment ensemble, de bien connaître ce qui nous nourrit. Donc, on est déjà dans le plus que la santé physique, hein, parce qu'on sait maintenant que la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, ça va tout ensemble. Si notre corps va pas bien, il y a des bonnes chances que notre santé mentale est pas bien ou moins bien, puis vice-versa. Si notre santé mentale va pas bien, ça peut souvent avoir des répercussions dans notre corps. Donc, de bien connaître sa nature profonde et ce qui nous nourrit, c'est vraiment un élément essentiel parce que ça nous ramène encore une fois à qui je suis moi profondément. Donc, j'utilise souvent cette expression quand je guide des séances de yoga thérapie, par exemple. Donc, qui je suis moi dans ma nature cyclique, dans ma nature profonde, au-delà des conditionnements, hein, de tout ce que la société s'attend de moi, qui je suis moi, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me rend heureuse.
Ensuite, être en santé, selon l'Ayurveda, c'est d'avoir confiance en son corps, d'avoir confiance en ses ressources et surtout de faire confiance à notre corps comme ayant une capacité de s'auto-réguler et de s'auto-soigner parce que, à la base, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que notre corps, il est fait pour être en équilibre, hein? Tous nos systèmes sont faits pour valser ensemble et pour être en équilibre, pour être en santé. C'est vraiment notre mode de vie, notre alimentation, notre stress, ce à quoi on est exposé qui nous dysrégule, qui nous dérègle finalement, parce que notre corps comme tel, il sait exactement quoi faire pour être en santé. Donc, de revenir à cette confiance de notre corps et de nos ressources personnelles. Et ensuite, en Ayurveda, être en santé, c'est aussi évidemment se sentir énergisé, se sentir en sécurité et se sentir ressourcé. Donc, profondément, de savoir et de sentir que on est aligné, qu'on est la personne que l'on est, que l'on est né pour être, que ce qu'on est et ce qu'on fait est aligné avec qui on est et de sentir qu'on a toutes les ressources pour accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir. Ensuite, l'Ayurveda, pour la guérison et l'harmonie, dans le fond, c'est que quand je parlais de médecine préventive, c'est aussi beaucoup le fait que on veut harmoniser, on veut soigner le corps physique et le corps mental, émotionnel, énergétique. Donc, on ne veut pas uniquement soigner la maladie, mais on veut la prévenir le plus possible tout en préservant la qualité de vie. Et ça aussi, c'est important parce que ce n'est pas nécessairement des concepts que, oui, on retrouve en médecine conventionnelle, mais parfois en médecine conventionnelle, on veut sauver la vie à tout prix. Alors qu'en médecine ayurvédique, on accorde autant d'importance à la qualité de vie qu'à la quantité, qu'à la durée et qu'à la vie comme telle. Et qu'un corps et un esprit qui sont en déséquilibre vont souffrir inévitablement et qu'on va sentir, si on est en déséquilibre, on va inévitablement aussi sentir qu'on a besoin d'une vie qui est plus vibrante. Hein? On veut vivre plus consciemment, plus dans notre brillance, plus dans notre radiance. Et parmi les éléments en Ayurveda qui sont cruciaux pour nous aider. Puis là, on est vraiment dans la base. Hein? On va vite plonger dans la sphère plus gynéco, mais je ne vais pas vous parler de gynéco puis d'hormones ayurvédiques sans vous parler de la base. Ensuite, les routines, tous les rituels qu'on va mettre dans notre vie de manière quotidienne, de manière saisonnière, le fait d'avoir une alimentation plus consciente, de s'auto-observer aussi, ça va être parmi les plus belles médecines de l'Ayurveda. Et pour comprendre l'Ayurveda, il faut comprendre la médecine et la théorie des 5 éléments. Et ça, on va la voir rapidement ensemble parce que c'est vraiment, vraiment à la base de tout. Donc, voilà. Donc, ça, j'en ai parlé, le quantitatif versus le qualitatif. Donc, la qualité de vie et la vitalité sont aussi importantes que la longévité. Et on veut que les facteurs externes aient le moins d'influence possible. Donc, on veut vraiment, à la base, travailler sur soi, sur son mental, sur son physique, sur sa santé énergétique, sa santé spirituelle, sa santé émotionnelle pour optimiser notre qualité de vie. Et la meilleure médecine, encore une fois, selon l'Ayurveda, c'est la prévention. Donc, notre première thérapie consiste à pairer des éléments opposés et c'est la meilleure façon de prévenir. Et ça, je vais vous expliquer dans quelques instants qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on parle entre autres de microcosmos et de macrocosmos. Et je vais y revenir dans quelques secondes. Maintenant, la théorie des 5 grands éléments, Panchamahabhuta. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler des doshas.
Donc, les doshas, en fait, en Ayurveda, ce sont nos grandes constitutions. Donc, qui nous sommes, et ça parle beaucoup, encore une fois, de notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps physique, notre corps spirituel, notre corps énergétique. Et chacun de ces doshas est constitué d'éléments qui existent et qui forment l'univers et qui nous forment aussi parce qu'on est des composantes de l'univers. Donc, quand on parlait tantôt de microcosmos versus macrocosmos, ce que l'Ayurveda nous enseigne, mais ce que beaucoup de médecine orientale nous enseigne aussi, c'est que nous sommes un microcosmos du macrocosmos qui existe. C'est que finalement, tout ce qui existe dans l'univers est composé d'éther, d'air, de feu, d'eau et de terre. Et que nous, dans le fond, en tant que poussière d'étoiles, hein, parce que dans la réalité, c'est ce qu'on est, on est, en fait, on est constitué d'étoiles qui ont existé il y a des millions et des milliards d'années, qui ont explosé, qui se sont reformées sous d'autres formes. Et là, la Terre a émergé, la vie a émergé, et nous, les humains, on a émergé. Donc, on est des petits microcosmos, hein, parce que nos systèmes fonctionnent exactement de la même façon que le macrocosmos. Et en faisant des tests, puis là, on n'en fera pas un aujourd'hui élaboré parce qu'on manque de temps, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire éventuellement dans un programme ou que vous pourriez faire éventuellement en trouvant peut-être des tests. Et je pense que le site de Christine Saint-Laurent a un beau test sur les doshas qui nous permet d'identifier notre propre dosha. Donc, si nos éléments à nous sont majoritairement de l'air et de l'éther, on va parler d'une constitution qui est majoritairement vata. Si on est surtout eau et feu, on va parler de pitta. Et si on est surtout eau et terre, on va parler de kapha. Et les tests, justement, nous permettent d'identifier assez facilement notre dosha. Et dans les doshas, on parle de deux trucs différents. On parle de notre prakriti, qui est notre dosha de naissance. Donc, à la naissance, dans notre vraie nature, qui nous sommes. Et les vrikriti, qui sont nos déséquilibres. Donc, qui nous parlent, par exemple, de notre dosha en ce moment qui est peut-être en déséquilibre. Mais là, on ne rentrera pas là-dedans, évidemment. Mais ça, je vous en parle parce que vous allez voir, quand on va parler de menstruation, d'hormones, on va retrouver ces dominantes de dosha-là. Ensuite, l'Ayurveda nous parle aussi d'un monde de dualité, de polarité et de complémentarité. Donc, on parle vraiment que tout est opposé, mais en même temps, c'est important de garder la notion d'opposition parce que, par exemple, si moi, je me sens très aérienne, hein, puis là, je vais prendre mon exemple parce que c'est le meilleur exemple pour moi. Moi, je suis très vata. Donc, je suis souvent aérienne, éparpillée, puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai besoin de diapos quand je fais des ateliers. C'est vraiment pour garder le fil. Sinon, je peux partir facilement dans tous les sens. Donc, moi, pour calmer mon vata, mon aérien, ben, j'ai besoin d'enracinement. Donc, j'ai besoin de cultiver mon kapha. Donc, tout ce qui est plus terre, tout ce qui est plus eau. Donc, pour moi, de m'enraciner, de me grounder dans mes deux premiers chakras, par exemple, de mettre les pieds dans la terre, de travailler dans mon jardin, c'est très enracinant. Donc, j'équilibre mon vata, mon aérien, par un opposé qui est tout ce qui est très terreux. Donc, c'est un peu de cette façon-là que l'Ayurveda fonctionne. Donc, on a parlé tantôt de macrocosmos versus microcosmos. Un bon exemple aussi de ça, c'est le yin et le yang. Hein. Je pense que tout le monde connaît le yin et le yang. Donc, l'énergie yin qui est beaucoup plus féminine, dans la douceur, dans la lenteur, dans la noirceur. Le yang qui est beaucoup plus actif, masculin, beaucoup plus dans le fer. Donc, on parle ici aussi d'opposition, mais surtout de complémentarité, parce qu'un ne peut pas vivre sans l'autre. Donc, d'où l'importance de cultiver l'équilibre. Ensuite, bon, dans les termes ayurvédiques, au lieu de parler de yin-yang, on parle de brahmana et de langana. Donc, c'est l'équivalent du yin et du yang. On parle d'énergie féminine, énergie masculine. On parle d'hémisphère gauche, hémisphère droit dans notre cerveau. Et on parle aussi des gunas, qui sont 10 paires d'opposés, mais encore une fois, on n'ira pas là-dedans parce que ben, on n'a pas le temps, puis il faudrait en parler pendant plus qu'une heure juste de ça.
Mais ça vous donne une idée de l'importance de l'équilibre, hein. C'est surtout ça, en fait, ici, le partage que je veux vous faire, c'est que tout est dans la culture, dans notre façon de cultiver les éléments qui sont peut-être, qui semblent opposés, mais qui sont très complémentaires et qui font en sorte qu'on est très équilibré comme personne. Donc, ici, j'ai mis quelques exemples de caractéristiques qui sont yin ou qu'on va dire qui vont être brahmana, donc qui vont être beaucoup dans l'énergie féminine, dans l'énergie lunaire. Donc, tout ce qui est nourrissant, enracinant, rafraîchissant, calmant, hein, notre nature cyclique, tout ce qui est en connexion avec la nature, notre cerveau droit aussi qui est très intuitif. Ida, hein, Ida qui est notre nadi qui passe du côté gauche de la colonne vertébrale, qui est associée à l'énergie féminine. Tout ce qui est intuition, créativité, émotion et tout ce qui est dans l'être plus. Donc, la conscience, la présence à soi. Alors que quand on parle de yang et de langana, donc l'équivalent du yang en Ayurveda, on parle de tout ce qui est plus stimulant, activant, réchauffant, motivant, tout ce qui est plus solaire, qui est clair, tout ce qui est plus dans le contrôle de la nature plutôt que dans la connexion à la nature. On parle du cerveau gauche, on parle de Pingala, donc dans nos nadis, les nadis, ce sont les canaux énergétiques. Pour celles qui ne connaissent pas le concept de nadi, c'est un peu l'équivalent des méridiens en médecine traditionnelle chinoise et on en aurait 72 000 dans notre corps. Et c'est par les nadis que le prana, notre énergie vitale, circule partout dans notre corps. Donc, Pingala, c'est un nadi qui est à droite de la colonne vertébrale et qui est associé à l'énergie solaire, à l'énergie masculine. Et Ida, c'est notre nadi du côté gauche qui est associé à l'énergie féminine et à l'énergie lunaire. Et au centre, on a Shushumna. Donc, Shushumna qui est notre nadi central. Donc, tout ce qui est plus analyse, cartésien, rationnel, faire, c'est dans l'énergie masculine. Maintenant, ici, on peut s'amuser si ça vous tente, si vous avez un bout de papier, si vous avez un petit carnet, peut-être un crayon, puis ça vous tente de peut-être prendre des notes. Ici, on a vraiment des belles caractéristiques de comment l'Ayurveda décrit notre énergie féminine et masculine dans leur dualité, hein. Puis encore ici, il faut garder en tête que l'énergie masculine, elle est aussi importante que l'énergie féminine dans tout ce qui vit. Parce que, par exemple, si j'ai des idées, si je suis créative, ça c'est très féminin comme énergie, mais si j'ai pas la motivation pour passer à l'action et mettre ma créativité puis mes projets en action, ben ça va rester des projets puis ça sera pas équilibré parce que je vais juste créer, 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 mais il se passera jamais rien avec ça. Donc, vraiment, tout est important. Donc, c'est vraiment une valse des énergies et plus on cultive ces énergies-là, plus on est en santé selon l'Ayurveda. Maintenant, ben, on parle d'énergie féminine en équilibre et en déséquilibre, et c'est la même chose pour l'énergie masculine, et c'est ça qui peut être en équilibre ou en déséquilibre. Donc, on parle soit d'énergie féminine ou masculine plus sacrée, ou d'énergie féminine ou masculine plus toxique. Donc, j'aimerais ça que vous preniez peut-être une petite minute pour regarder les caractéristiques qui sont là, puis peut-être essayer de voir où est-ce que vous vous situez, vous. Est-ce que, par exemple, votre énergie féminine, en ce moment, elle est plus en équilibre ou en déséquilibre? Est-ce que votre énergie masculine, elle est plus en équilibre ou en déséquilibre? Donc, peut-être essayer de voir où vous vous situez, puis encore là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein? On essaie vraiment juste de voir OK, moi, comment je cultive mon énergie féminine, mon énergie masculine? Est-ce que j'ai besoin d'amener un petit peu plus d'importance? Puis, on est dans une société qui valorise beaucoup, beaucoup l'énergie masculine, hein? On est dans une société qui valorise beaucoup le faire, qui valorise beaucoup la performance, la productivité, alors que c'est pas nécessairement ce dont on a besoin quand on se ramène à notre nature profonde. Donc, peut-être, je vous laisse une petite minute là, pour essayer de voir où est-ce que vous vous situez. Puis, si vous avez envie de partager dans le chat
sans rentrer dans les détails, mais juste nous dire, ah, moi, mon énergie masculine est peut-être trop dominante, mon énergie féminine est peut-être pas assez cultivée, ou, tu sais, si ça vous tente, de juste nous donner des petits hints. Pendant ce temps-là, je vais regarder s'il y a des questions. Ah, super. Il y a Caroline qui nous a mis le lien d'Inspirata, le site de Christine Saint-Laurent, dans le chat pour aller faire le test des doshas si ça vous tente. Donc, vous pourrez le faire tantôt. Ici, on va en faire un, mais vraiment spécifique à notre période menstruelle, prémenstruelle. Donc, si on va vraiment se concentrer sur la gynéco, même si ça ne paraît pas encore parce qu'on est dans le global, mais ce sont vraiment des notions super importantes. Donc, si ça vous dit de partager, plutôt en déséquilibre pour les deux, j'ai l'impression que mon énergie féminine semble équilibrée alors que mon énergie masculine ne l'est pas du tout. Intéressant. Mon énergie, attends, j'ai manqué. Mon énergie féminine me semble déséquilibrée. Super, c'est super intéressant. Je suis pas mal en équilibre. Super. J'ai l'impression d'être pas mal équilibrée. C'est bon à réaliser. Oui, absolument. Mon énergie masculine était dominante il y a 2 jours et je suis en transition vers un équilibre des deux. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on va voir aussi que selon là où on se situe dans notre cycle menstruel, puis là, je fais surtout référence aux personnes qui sont encore menstruées, peut-être moins à celles qui sont en ménopause, quoique pour certaines, même après la ménopause, quand on se connecte à la Lune, hein, aux phases de la Lune, ce qu'on faisait beaucoup dans l'Ayurveda traditionnel, on réalise parfois que notre énergie fluctue aussi avec la Lune, mais clairement avec notre cycle menstruel, hein, avec des hormones qui vont fluctuer. Donc, quand les estrogènes sont plus élevés, souvent on va être dans une énergie plus masculine. Quand nos estrogènes, puis notre progestérone, notre testostérone chutent, donc en phase prémenstruelle, menstruelle, souvent on va être plus dans une énergie féminine. Puis quand justement nos hormones sont déséquilibrées, c'est souvent là qu'on va se rendre compte que on est dans une énergie féminine qui est peut-être un peu en déséquilibre. Donc, c'est super intéressant de vous lire. Merci d'avoir partagé. Donc, ensuite, les doshas et l'équilibre hormonal. Donc, ça aussi, on va prendre quelques minutes pour regarder ça parce que nos caractéristiques, hein, notre personnalité, nos caractéristiques émotionnelles, mentales, notre façon d'interagir dans le monde, de réagir aussi aux événements, nous parlent beaucoup de notre équilibre et de notre dosha, notre constitution ayurvédique. Et ici, je vous ai mis, c'est pas un test, mais je vous ai mis les différentes caractéristiques des différents doshas en équilibre et en déséquilibre. Et j'aimerais vraiment ça que vous preniez le temps, peut-être par catégorie, d'essayer de voir, par exemple, pour Vata et ses hormones, donc ici, combien j'ai de caractéristiques en équilibre, combien j'ai de caractéristiques en déséquilibre. Et faire la même chose pour chacun des doshas. Et déjà là, ça peut vous donner une idée de votre vrikriti. Donc, le vrikriti, ce sont nos déséquilibres actuels et de notre prakriti, donc notre essence véritable, notre essence de base, notre vraie nature, avec tout ce qui est en équilibre hormonal. Donc, peut-être voir qu'est-ce qui est plus en équilibre, qu'est-ce qui est plus en déséquilibre. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que ça semble clair comme indication? Oui? OK, super. Donc, je vais vous laisser quelques minutes ici aussi pour répondre parce que je trouve ça vraiment super intéressant pour s'initier en fait. Puis ça va nous parler de nos hormones, ça va nous parler de la suite aussi, de la petite présentation atelier. Et encore une fois, si vous avez envie de partager dans le chat, peut-être quel dosha est plus en équilibre, quel dosha est plus en déséquilibre, ça serait super intéressant. Je pense que le partage, je pense que mon partage est en pause. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Est-ce que vous voyez encore l'écran? Oui, OK, super.
Donc, je vois qu'il y a des commentaires qui commencent à rentrer. Mon dosha est déséquilibré, visiblement. Intéressant. Vanessa qui me dit mon énergie masculine. OK, ça, je l'avais déjà lu. Donc, oui, si vous avez, si vous commencez à avoir des petits résultats puis vous avez envie de les partager, ça peut être intéressant. Et encore une fois, quand on se rappelle de ce que je vous ai présenté au début, que en Ayurveda, un des principes très, très importants, c'est d'équilibrer avec son opposé, hein. C'est pour ça qu'on a introduit le concept d'opposition ou de complémentarité. Eh bien, ça peut être intéressant de voir comment je peux aller chercher dans l'opposé, dans la caractéristique complémentaire pour m'équilibrer un peu plus. Vata et Kapha sont en équilibre, Pitta est déséquilibré. Super intéressant. Donc, super. On va continuer. S'il y en a d'autres qui ont envie d'indiquer dans le chat, vous êtes les bienvenus. Donc, comme vous l'avez vu, bon, c'est ça, on parle surtout de nature cyclique hein, en Ayurveda, alors que dans notre monde, on parle souvent de nature linéaire. En fait, on n'en parle pas comme tel, mais on vit comme si notre vie était une ligne claire, hein, comme s'il y avait un début, une fin. Puis là, on continue notre petit chemin. Puis pour les journées, c'est la même chose. Hein? On n'honore pas beaucoup les rythmes, on n'honore pas beaucoup les cycles dans notre société actuelle, alors que c'est quelque chose qu'on honore vraiment, vraiment beaucoup en Ayurveda. Parce que si on se ramène à ce qu'est le macrocosmos, ce qu'on est comme microcosmos, tout est cyclique. Donc, la vie, elle est remplie de cycles. Les journées sont des cycles. Hein? On parle du rythme circadien, le rythme sommeil-veille, les heures, les années, les siècles, les marées aussi, hein, qui sont influencées par la Lune. C'est un cycle, le cycle lunaire, évidemment, même le cycle solaire que j'aurais pu mettre là-dessus. La vie, la mort, les saisons de notre cycle menstruel aussi, hein, parce qu'on voit beaucoup de fluctuations. D'ailleurs, j'aime beaucoup, beaucoup utiliser l'archétype des saisons quand je parle du cycle menstruel parce que, à l'image de nos fluctuations hormonales, quand, par exemple, on sort de nos menstruations, on est vraiment dans un printemps où on a l'impression de revivre, de renaître. Et là, nos estrogènes montent tranquillement. Et là, ils atteignent leur pic avec la testostérone en plein été intérieur, donc dans la phase ovulatoire. Et là, par la suite, les hormones descendent, ça chute un peu, l'énergie chute, un peu comme à l'automne. Hein. C'est là qu'on commence à avoir un peu plus froid, à vouloir être un peu plus dans notre grosse doudou, à être un peu plus vers l'intérieur. Et pendant notre hiver, ben là, on est dans notre petit cocon, dans notre petite grotte souvent. Et l'hiver intérieur, c'est les menstruations. Donc, il y a vraiment beaucoup de parallèles à faire. Si on fait le parallèle de façon un petit peu plus claire, puis là, je vais le passer un peu plus rapidement parce que je veux vraiment passer à travers mes diapos. Donc, le printemps de notre vie, hein, on va commencer par regarder les saisons à l'échelle de notre vie. Ce serait de la ménarche à environ 21 ans. Donc, la ménarche, c'est nos premières menstruations. Jusqu'à environ 21 ans, en Ayurveda, on les appelle Rutu Chakra. Donc, selon la littérature, c'est vraiment la période de notre vie où notre cycle est très irrégulier. Donc, notre cycle peut durer entre 22 et 45 jours parce que notre axe, notre petite autoroute intérieure, hypothalamus, hypophyse, ovaire, n'a pas encore pris sa vitesse de croisière. Donc, il est encore en train de se réguler et ça va prendre en moyenne 3 ans et même plus pour que notre cycle hormonal menstruel se régule. Et malheureusement, dans la médecine allopathique, j'ai rien contre la médecine conventionnelle allopathique qui fait des miracles dans plein de situations, mais ça, en gynéco, il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on utilise beaucoup trop la pilule contraceptive, par exemple, et les contraceptifs hormonaux pour d'autres raisons que la contraception. Et ça pose des problèmes hormonaux à plus ou moins long terme. Donc, par exemple, en prescrivant la pilule contraceptive au début
des menstruations sans que le cycle ait eu le temps de se régulariser, mais souvent, c'est là qu'on va déséquilibrer complètement les hormones. Et on parle même dans la littérature de précurseurs à, par exemple, ou de déclencheurs à l'endométriose. Donc, des problèmes, par exemple, de ménorragie, donc de règles trop abondantes, de dysménorrhée, donc des règles qui sont douloureuses, pourraient être causés par le fait qu'on a éteint notre cycle hormonal trop tôt dans notre vie. Et alors qu'on devrait, justement, si on se ramène encore une fois dans une médecine, une gynéco plus holistique, plus ayurvédique, enseigner aux adolescentes à prendre soin de leur alimentation, de leur mode de vie, parce qu'elle est souvent là la clé. Et aussi de leur enseigner que ça prend du temps avant que le cycle se régule et qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place. En attendant, donc, l'été, nos années fertiles de 21 à 35 ans, qu'on appelle aussi le Rutu Chakra, donc qui est comme la deuxième phase du Rutu Chakra. Et ici, on nous dit que si on a encore des difficultés de règles, donc on est encore dans la perspective ayurvédique, là, c'est vraiment le temps de faire quelque chose. Hein. Dans l'adolescence, généralement, on va prendre soin de notre mode de vie, notre alimentation. Mais si rendu à entre 21 et 35 ans, on a encore des défis hormonaux, menstruels, gynécologiques, mais là, c'est signe qu'il y a vraiment un dérèglement peut-être plus profond qui s'est installé. Et c'est à ce moment-là qu'on veut prendre des actions parce qu'on veut préserver notre santé globale et notre fertilité. Et ce qui est important de savoir, parce qu'on ne fait pas souvent lien, c'est que si on a des grands défis, par exemple, dans nos années fertiles, avec nos hormones, ça peut aussi nous causer des défis pendant notre ménopause. Parce qu'on sait, par exemple, que si j'ai des défis hormonaux à 25-30 ans, ça veut dire que mes hormones sexuelles, hein, les estrogènes, la progestérone, la testostérone, sont pas sécrétées de manière optimale, qu'elles valsent pas de manière optimale. Et ça veut peut-être dire que peut-être que quand je vais arriver à ma ménopause, par exemple, je sécréterai pas assez d'estrogène. Puis que là, peut-être que je peux avoir des défis avec mes os, donc l'ostéoporose, avec toute la sphère plus mentale, plus cognitive, hein, parce qu'on sait que les estrogènes jouent un rôle super important dans les maladies dégénératives, entre autres l'Alzheimer, le Parkinson. Donc, il y a vraiment les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment important de prendre des actions dans ces années-là pour rétablir l'équilibre le plus possible. Ensuite, on arrive au début de l'automne, donc l'automne de notre vie, qui est la périménopause, qu'on va diviser en deux phases. Donc, la première phase, la périménopause, généralement, on va la qualifier entre 35 et 45 ans. Et là, on passe dans une autre phase qui a été nommée par l'Ayurveda, Rajonivriti Kala. Donc, ça veut dire période de périménopause, de ménopause. Et on reconnaît ici aussi, puis quoi qu'on le voit, on le reconnaît beaucoup plus dans l'Ayurveda contemporain que dans l'Ayurveda millénaire, que dès la mi-trentaine, il peut y avoir des bouleversements hormonaux qui s'installent. Et ça, je le vois beaucoup, beaucoup dans ma pratique, là. Puis c'est principalement dû au fait que notre corps, naturellement, dès la mi-trentaine, va sécréter un petit peu moins de progestérone. Donc, si on se rappelle le yin et le yang, hein, le brahmana, le langana, donc l'énergie féminine, masculine, la progestérone, c'est le contrebalan de l'estrogène. Donc, si mon corps, naturellement, sécrète moins de progestérone, mais que je sécrète autant d'estrogène, ou pire encore, parce que dans notre société, on est très, très exposé à des perturbateurs endocriniens qu'on va appeler les xénoestrogènes parce qu'ils imitent nos bons estrogènes alors qu'ils sont toxiques et nocifs pour notre corps. Là, je vais me ramasser avec beaucoup, beaucoup d'estrogènes puis pas beaucoup de progestérone. Donc, je vais être vraiment en déséquilibre. Donc, plus mon mode de vie va être équilibré, plus ça va être facile de passer dans cette période-là et de vivre cette période-là avec fluidité. Mais si mon mode de vie n'est pas aligné, si ma vie n'est pas alignée, si je suis dans des enjeux de stress chronique, par exemple, ou si j'ai vécu un stress traumatique, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Et ça, évidemment, ça va avoir un impact sur l'énergie, le tonus musculaire, le désir sexuel, sur ma vie en général, finalement.
Donc voilà pour la première partie de la périménopause et la fin de notre automne intérieur, la périménopause phase 2, qu'on va parler de 45 à 50-55 ans. Donc, on sait que dans notre société contemporaine, l'âge moyen de la ménopause, c'est 51 ans, mais il y en a qui vont être ménopausés à 45, il y en a qui vont l'être à 60. Donc, ça varie vraiment, vraiment beaucoup. Et pendant la fin de notre automne, les hormones vont vraiment chuter. Donc, après avoir joué au yo-yo, hein, ils vont chuter. Et là, encore une fois, si mon mode de vie, ma gestion du stress, mon alimentation n'est pas optimale, bien, ça se peut que je vive des grands symptômes hormonaux. Et souvent, justement, puis ça, je le vois aussi beaucoup, puis je l'ai vécu moi-même, quand on entre dans la quarantaine, ça va souvent être synonyme de redéfinition de notre vie. Hein? On parle de, entre l'âge de 40-45 ans qu'on arrive au mi-temps de notre vie. Donc, mi-temps qui s'écrit M-I-T-A-N, mais c'est aussi à peu près le mi-temps M-I espace T-E-M-P-S, donc la moitié de notre vie. Et c'est là qu'on vient vraiment souvent redéfinir nos priorités parce qu'on réalise que peut-être que le mode de vie qu'on a adopté, et c'est exactement ce qui m'était arrivé, moi, où j'étais beaucoup dans une énergie masculine, j'avais beaucoup d'ambition, j'étais beaucoup axée sur ma carrière. Moi, honnêtement, là, les saisons du cycle, puis les énergies qui valsent ensemble, je n'étais pas connectée à ça, pas tout. Et à un moment donné, je me suis mise à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes hormonaux, beaucoup de symptômes menstruels, et ça m'a obligée à m'arrêter. Ça m'a obligée à redéfinir mes priorités et à prendre soin justement de mon mode de vie, de mon alimentation. Donc, souvent, si c'est pas nous qui le faisons par nous-mêmes, c'est la vie qui va nous rattraper et c'est notre corps qui va nous rattraper. Et notre hiver intérieur, puis là, j'aurais pu écrire aussi les doshas parce que les doshas sont aussi associés aux saisons de notre vie. Donc, par exemple, dans notre ménarche, on va parler de transition entre le kapha et le pitta. Nos années fertiles, ce sont clairement des années pitta. Et notre périménopause, ménopause, ce sont clairement des années vata. Et ça aussi, hein, comme moi, je suis en périménopause, mon vata, parce que j'ai toujours été pas mal pitta-vata, donc j'étais bidochique, qu'on dit quand on a deux doshas qui sont pas mal équivalents. Et plus j'avance dans ma périménopause, plus je me rends compte que mon vata est dominant et que j'ai besoin justement de m'ancrer pour éviter de devenir trop aérienne et trop éparpillée. Donc, l'hiver, qui est clairement le vata, et plus on va avancer, plus on va revenir en kapha. Donc, c'est ici aussi où notre nature cyclique à nous, les femmes, va se transformer. Donc, plutôt que d'être sur un cycle de on parle en moyenne de 21 à 35 jours. Quand on parle de règles ou de cycle menstruel en santé, bien là, on va revenir sur un cycle de plus ou moins 24 heures, hein, parce que nos hormones sexuelles vont être sécrétées en beaucoup plus petite quantité. Elles vont être sécrétées par nos surrénales. Donc, au lieu d'être sécrétées par les ovaires, elles vont être sécrétées par les surrénales. Et on va revenir à une nature cyclique qui est beaucoup plus courte. Mais ici, ce qui est super intéressant, puis qui est aussi un bel enseignement de l'Ayurveda, c'est de s'aligner avec les cycles lunaires, hein, parce que notre nature cyclique, elle fait partie de nos gènes, elle fait partie de notre mémoire cellulaire. Donc, on est des êtres cycliques. Et pour beaucoup de femmes, puis là, je parle de ménopause, mais j'aurais pu parler aussi d'aménorrhée hypothalamique, donc les femmes qui n'ont plus de règles pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est lié à un trouble alimentaire ou des carences nutritives. Des fois, ça va être lié à la pilule contraceptive, donc elles ont arrêté la pilule et là, les règles ne sont pas recommencées. Je pourrais parler des femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques aussi, qui peuvent avoir des cycles très irréguliers ou très absents. Donc, dans des cas comme ça aussi, on veut se réaligner sur la Lune, au cycle lunaire, et ça nous reconnecte avec notre nature profonde, cyclique. Et c'est un instrument, c'est un outil que j'utilise beaucoup, beaucoup avec les femmes, entre autres, qui ont des défis avec leur nature cyclique pour les reprogrammer finalement, les reconnecter à leur nature. Ensuite, principe de santé et de vitalité en Ayurveda et en santé hormonale féminine.
Donc, les qualités qui sont semblables vont s'exacerber. Donc, ça revient à dire que pour équilibrer une qualité, je vais aller chercher son opposé. Ensuite, on va miser énormément sur l'alimentation. Donc, c'est notre première médecine. On veut honorer nos cycles, nos rythmes. On veut honorer nos saisons. On veut se mettre en mouvement. Ça aussi, c'est important. L'Ayurveda nous dit toujours que la vie a horreur de la stagnation, hein. C'est quand on stagne, c'est quand on arrête d'être en mouvement que c'est là qu'on se déséquilibre. Donc, de rester dans le mouvement, accueillir nos émotions avec bienveillance, travailler à diminuer notre stress parce que notre stress diminue toutes nos ressources internes. On veut protéger ses sens aussi, hein? On veut protéger la vue, le goût, l'odorat, le toucher. Donc, ça nous ramène à vivre en pleine présence, vivre en pleine conscience aussi. On nous enseigne aussi beaucoup la bienveillance, hein, dans le sens où ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas le faire, mais que dès qu'on connaît mieux pour notre vie, on peut faire de meilleurs choix. Et l'Ayurveda, pour notre santé hormonale féminine, nous enseigne aussi que de développer une relation saine avec les autres et avec notre environnement est aussi important que de développer une relation saine avec soi. Maintenant, la vision ayurvédique des menstruations. Donc, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Le cycle menstruel suit le cycle lunaire. Donc, par exemple, l'ovulation serait associée avec la pleine lune et les menstruations avec la nouvelle lune. Maintenant, si vous ovulez à la nouvelle lune et que vous avez vos menstruations à la pleine lune, ce n'est pas nécessairement un problème. Quand vous en souffrez, ça peut être un problème qu'on peut d'ailleurs adresser avec des super beaux rituels ayurvédiques. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui se fait. Donc, de switcher notre cycle menstruel, ça va prendre en moyenne 3-4 mois. Puis, ça peut complètement changer notre vie et notre énergie. Entre autres, parce que ce qu'on nous raconte encore ici, c'est que dans notre nature profonde, avant la pollution lumineuse, avant les écrans et tout, en fait, on vivait au rythme de la lumière du soleil, de la lune, on vivait au rythme des saisons. Et l'énergie de la pleine lune, la lumière de la pleine lune aurait eu un effet direct sur notre hypophyse et sur notre ovulation. Donc, c'est pour ça que les femmes, à l'époque, ovulaient à la pleine lune et conséquemment avaient leurs règles à la nouvelle lune. Et pour beaucoup de femmes qui ont des défis importants au niveau gynécologique, justement, on va utiliser un rituel qui s'appelle Uttara Vasti pour switcher notre cycle menstruel, entre autres. Et avec certaines humaines, c'est vraiment incroyable. Ensuite, les menstruations sont une occasion de se nettoyer, de se régénérer et plus symboliquement, énergétiquement, de laisser aller ce qui ne nous sert plus. Ensuite, le cycle menstruel est directement lié à la santé globale et ça, c'est super intéressant que l'Ayurveda nous enseigne ça depuis des millénaires parce que depuis une dizaine d'années, je crois, 10 ou 15 ans, l'Association américaine de gynécologie et d'obstétrique, puis l'Association américaine de pédiatrie a décrété que le cycle menstruel était notre 6e signe vital. Donc, au même titre que nos battements cardiaques, notre pression artérielle, notre température corporelle et d'autres indicateurs, maintenant, le cycle menstruel est considéré officiellement par la médecine conventionnelle comme étant un signe vital, donc qui nous donne beaucoup d'indices sur notre santé globale. Et ça, c'est super intéressant. Et il est aussi intrinsèquement lié à la fertilité et à la créativité, évidemment dans sa fonction reproductrice, qui est sa première fonction. Mais ici, on va encore plus loin et d'ailleurs, on pourrait parler dans un autre atelier de créativité et de cycle menstruel parce qu'on parle ici de fertilité et de créativité dans tous les sens. Donc, autant pour des projets, des idées, des co-créations, des collaborations. Donc, la créativité dans tous ses sens, c'est pas juste de créer la vie comme telle. Là, je regarde le temps. My God, le temps file, le temps file. Donc, rapidement, peut-être pour vous
initiés, parce que c'est rien de plus que ça, à comment les doshas influencent le cycle menstruel. Donc, la première partie du cycle menstruel, qui est une partie kapha, donc notre printemps intérieur. Donc, c'est kapha qui vont influencer la première partie après les menstruations. Donc, lorsque les estrogènes remontent, l'endomètre, qui est l'intérieur de notre utérus, va s'épaissir. Donc, ça, c'est lié à kapha. Hein? Kapha, qui est une concentration d'eau et de terre, donc qui est vraiment d'épaississement, qui est en train de créer un petit nid douillet au cas où la vie s'installerait. Ensuite, Pitta va influencer l'ovulation parce que là, on va engorger l'utérus de vaisseaux sanguins et on va préparer encore plus l'environnement, on va déclencher l'ovulation. Et Vata, c'est notre automne intérieur, donc le prémenstruel et le menstruel, donc qui va influencer les menstruations. Donc, on parle ici d'Apana Vayu, donc on a 5 Vayus dans notre corps. Ça aussi, on pourrait en parler longuement, mais Apana Vayu, ce qui est important de retenir, c'est que c'est celui qui nous permet d'évacuer le sang menstruel. Et plus on va stimuler ce vent descendant, donc l'énergie descendante, plus on va pouvoir écouler le sang menstruel. D'ailleurs, avec les personnes qui souffrent d'endométriose, on va travailler beaucoup, beaucoup à Panavayu parce qu'entre autres, une des explications de l'endométriose, c'est les segments rétrogrades, donc les segments qui, au lieu de s'écouler vers l'extérieur, vont remonter vers le haut et vers les organes. Donc, une des pistes en Ayurveda, en gynéco-ayurvédique, c'est de travailler à Panavayu, entre autres, avec des femmes qui souffrent d'endométriose. Mais voilà, donc petite initiation. Ici, et s'il y a quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on termine peut-être, puis il y a encore quelques diapos après, mais je veux vraiment qu'on prenne le temps, puis s'il y en a qui ont peut-être un petit 15 minutes de plus, on pourra peut-être finir un petit peu plus tard. C'est le test, le fameux test de dosha pendant notre période prémenstruelle et menstruelle. Donc là, j'entends qu'il y a peut-être des femmes qui sont en ménopause et que ça s'applique moins à vous, mais j'aimerais ça que vous preniez le temps, celles qui ont encore des menstruations, pour voir dans les 3 colonnes. Puis là, vous ne savez pas encore lequel est quel dosha. Donc, peut-être cocher, puis vous cochez tout ce qui s'applique à vous, hein, peu importe les colonnes. Donc, sur les 11 caractéristiques de chaque colonne, lesquelles s'appliquent à votre cycle prémenstruel, à votre saison prémenstruelle et votre saison menstruelle. Et après, on pourra voir quel dosha est peut-être plus en déséquilibre pendant votre période menstruelle, prémenstruelle. Donc, dans le fond, vous passez chaque colonne. C'est super important qu'après chacune des 3 colonnes, vous écriviez, par exemple, combien vous avez de signes et symptômes. Et on va les regarder ensemble. Donc, oups, non, je ne voulais pas faire ça. J'ai failli vous inciter à prévoir les réponses. On va prendre une petite minute ou 2 pour compléter. Puis là, on le fait rapidement, mais vous aurez accès à la rediffusion, donc vous pourrez prendre le temps de mieux le faire si vous voulez. Puis je suis en train de vous préparer un petit quiz là-dessus, justement, que je vais vous partager bientôt en infolettre et sur les médias sociaux. Donc, peut-être passer rapidement. Puis allez-y spontanément, là, vraiment, qu'est-ce qui monte? Dans quoi vous vous reconnaissez? Et peut-être juste quand vous avez terminé, utilisez les petits emojis dans le bas pour mettre soit un petit thumbs up ou quelque chose dans votre écran. Comme ça, je vais savoir qui a terminé. Oups, excusez-moi. Donc, peut-être une dernière minute.
période de vulnérabilité, c'est vraiment à quel moment de la journée vous avez plus de symptômes, par exemple, ou vous vous sentez peut-être moins dans votre pleine radiance et dans votre santé, vous vous sentez moins optimal, par exemple. Donc là où vous êtes peut-être plus vulnérable, plus sensible, moins bien, ou que la plupart de vos symptômes apparaissent. Donc, je vais m'excuser pour celles qui n'auraient pas fini. Je vais juste continuer parce qu'on va manquer de temps, visiblement, mais on va y revenir. On va y revenir éventuellement. Donc, ici, ça nous donne des réponses, en tout cas. Donc, la première colonne, c'est surtout des déséquilibres Vata. Deuxième colonne, surtout Pitta. Et troisième colonne, surtout Kapha. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on a des symptômes un peu partout? C'est souvent une question qu'on va me poser, surtout en accompagnement. Mais en fait, c'est de commencer, soit que ça nous indique qu'on a des déséquilibres hormonaux et de dosha un peu partout. Puis ça, ben, ça arrive beaucoup, beaucoup, malheureusement, parce qu'on vit dans une société où on vit beaucoup, beaucoup de stress et où on n'est pas toujours parfaitement aligné. Donc, ça va avoir beaucoup d'influence. Mais le plus important, en fait, c'est d'identifier lesquels de ces signes et symptômes me font le plus souffrir, moi. Donc, qu'est-ce qui me dérange le plus? Qu'est-ce qui me gâche le plus la vie, hein, en des termes clairs? Et de prioriser ces signes et symptômes-là. Donc, si, par exemple, moi, c'est les migraines, les maux de tête, et l'irritabilité, la fatigue, des accès de colère ou de rage, ben, je vais prioriser Pitta, par exemple. Et si, mettons, c'était les fluctuations d'humeur en SPM, ben là, je prioriserais peut-être plus Vata. Donc, ça serait vraiment de cette façon-là qu'on commencerait par adresser nos différents doshas et nos différents symptômes. Par contre, et puis après ça, on va venir à des petites recettes de potions magiques, tisane, amis des hormones et amis de vos doshas. Donc, l'Ayurveda a déjà prévu des grandes lignes pour apaiser notre automne et notre hiver intérieur, donc notre phase prémenstruelle et menstruelle. On les appelle les vihars, donc le mode de vie, et de mettre en place ces stratégies-là le plus tôt possible après notre ovulation, par exemple. Puis d'ailleurs, ça s'applique à tout le monde tout le temps, là, que vous ayez encore un cycle menstruel ou pas. Ce sont vraiment des règles assez de base en Ayurveda qu'on va essayer de mettre de l'avant pour préserver l'équilibre et atténuer au maximum les signes et symptômes. Donc, de rester connecté avec notre énergie féminine, hein, surtout en phase prémenstruelle, menstruelle. Donc, si on divisait le cycle menstruel en deux phases, la première phase qui est le printemps et l'été intérieur, donc la phase folliculaire et ovulatoire, on parlerait surtout d'énergie masculine parce que les estrogènes et la testostérone sont très hauts et ce sont des hormones avec une énergie plus masculine. Alors que quand on arrive en phase prémenstruelle, menstruelle, donc l'automne, l'hiver, là, on est vraiment dans une énergie d'intériorité, une énergie plus féminine. Donc, c'est sûr que si je veux éviter de provoquer du stress à mon corps, d'accentuer le stress. Puis là, je parle de stress, mais c'est pas juste le stress mental, hein. Ça peut aussi être le stress physique qui est super insidieux puis qu'on se rend pas compte. Donc, je dois donner du temps et de l'attention à mon énergie féminine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, l'énergie féminine qui a besoin d'un petit peu plus d'amour, ben, de m'honorer, hein? Peut-être prendre du temps chaque jour pour faire quelque chose qui me fait plaisir, pour respirer, pour prendre un bain, pour faire une belle lecture, pour aller connecter en nature. Donc, faire des choses qui me rendent complète, qui rappellent à mon corps, à mon cœur et à mon cerveau que le calme existe, même si ma vie va vite. Donc, adopter une alimentation qui est la plus saine, locale, bio et non transformée possible. Donc, on veut manger les aliments le plus près possible de leur forme initiale, de leur forme originale. Ensuite, on revient aux petites routines quotidiennes, aux petits rituels. Et ici aussi, je vais vous en présenter quelques-uns. Prendre du temps pour faire le calme, j'en ai parlé, se créer une petite bulle, un petit environnement de calme à l'intérieur de son environnement physique, de sa maison.
bouger, hein, bouger son corps, être en mouvement, se préparer des petites tisanes amies des hormones et bien dormir parce que oui, protéger le sommeil, c'est super important. Maintenant, les Dravyaguna, donc les herbes et épices pour notre automne et notre hiver intérieur. Donc, évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. Comme on est en atelier initiatique, je vous en ai mis quelques-uns seulement. Donc, si, par exemple, selon votre petit test de tantôt, vous avez noté que ce sont surtout des symptômes Vata, Pitta ou Kapha, ou que vous en avez un peu partout, mais que c'est l'un ou l'autre de ces constitutions dans lesquelles les symptômes qui vous dérangent le plus se situent, eh bien, voici quelques plantes que vous pourriez consommer en phase prémenstruelle et menstruelle. Donc, vous pourriez, selon l'Ayurveda, on veut choisir maximum 3 plantes par infusion pour vraiment aller chercher le potentiel maximal de chacune de ces plantes. Mais vous pourriez aussi en choisir juste une. Donc, vous auriez littéralement le choix et de toute façon, vous êtes maître de votre vie. Donc, vous y allez avec ce qui est vraiment en résonance avec vous. Mais voici des plantes qui pourraient vous supporter. Donc, vous pourriez choisir 3 plantes parmi les 4 ou en choisir juste une et répéter l'infusion de jour en jour, idéalement au moins une semaine avant le début des menstruations et pendant les premiers jours des menstruations pour vraiment vous supporter et atténuer au maximum les symptômes et signes qui vous incommodent. Ensuite, voici des Svastavruta, donc des petits rituels pour supporter vos rythmes naturels et vos hormones. Donc, quand on parle de rituels du jour ou du matin, on parle de Dinacharya. Quand on parle de rituels du soir, on parle de Ratri Charya et les rituels saisonniers, hein, parce qu'on honore aussi les saisons. On parle de Rutucharya. Et là, ce sont encore une fois des rituels de l'Ayurveda qui ressemblent étrangement à des rituels qu'on utilise encore en médecine plus holistique ou dans un mode de vie qu'on veut un peu plus aligné. Donc, de se lever avec le soleil, de s'exposer aussi à la lumière du jour et au soleil le plus rapidement possible pour réguler nos hormones, le cortisol, la mélatonine et pour envoyer des bons signaux hormonaux à notre cerveau. Ensuite, de s'automasser avec de l'huile tiède, de l'huile chaude, ce qu'on appelle l'abhyanga, hein, qui vient vraiment nourrir tous nos tissus, nos datus qu'on appelle, et qui vraiment nous aide à apaiser, à nourrir notre système nerveux. Ensuite, des pranayamas, donc des respirations, de la méditation, faire quelques postures de yoga peut-être, ou se mettre en mouvement, danser, bouger et déjeuner. Donc, déjeuner, extra important pour nos hormones. C'est ce qui nous permet dans le corps physique de réguler notre glycémie et de stimuler notre énergie vitale. Ensuite, le soir, donc, souper, essayez de souper à la même heure tout le temps, de se coucher à la même heure tout le temps. Donc, on parle idéalement de ne pas manger notre souper, notre repas du soir plus tard que 19 heures et de se coucher vers les 22 heures. Peut-être d'adopter une petite tisane calmante, faire des postures de yoga restauratrices, revenir aussi dans ses gratitudes, cultiver la gratitude, nourrir son cerveau de ce qui va bien dans notre vie, tamiser nos lumières et fermer nos écrans pour stimuler la mélatonine et dormir dans la noirceur le plus possible. Et les rituels saisonniers, on va parler de food sadhana, donc d'adapter notre alimentation, nos choix d'aliments en fonction des saisons et nos rituels d'auto-soin aussi. Hein? Donc, l'été, quand il fait 40 dehors, on ne va pas avoir besoin des mêmes rituels d'auto-soin que l'hiver quand il fait moins 40. Donc, d'adapter, de choisir nos aliments en fonction des saisons, de choisir aussi de quoi on a besoin. Et de connecter à son cœur, hein, pour lui demander de quoi on a besoin aujourd'hui.
Ensuite, et on approche de la fin, merci à toutes celles qui sont encore là. Nadi Shodhana, que vous connaissez peut-être, qui est la respiration alternée, donc avec laquelle on débute par inspirer du côté gauche, par la narine gauche en bloquant la narine droite. Et ensuite, on bloque à gauche et on expire à droite. Ensuite, on inspire à droite, on bloque à droite, on expire à gauche. Donc, une respiration qu'on enseigne énormément en Ayurveda et qui est à peu près à la base de tout notre équilibre parce que l'équilibre, entre autres, à l'intérieur de nous, le solaire, le lunaire, le masculin, le féminin, nos hormones, elle nous permet de réduire le stress, l'anxiété, de mieux dormir, d'avoir une meilleure mémoire, de nous oxygéner, d'éliminer les toxines, les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est une respiration qui est fantastique et que vous pourriez adopter 5 minutes par jour pour voir d'ores et déjà une grande, grande, grande différence. C'est une respiration qui est une thérapie en soi, donc Nadi Shodhana, qui calme beaucoup, beaucoup les hormones du stress et qui active nos hormones sexuelles. Donc, une belle respiration à explorer. On n'aura pas le temps de l'explorer ensemble aujourd'hui, mais je pourrais faire un petit tutoriel et la mettre sur le Yoni Loft, donc le studio virtuel de yoga ou même sur la plateforme gratuite. Donc, puis vous pouvez trouver des petits tutoriels sur YouTube assez facilement, probablement. Et maintenant, comment pacifier son dosha en général, donc son vata, son pitta, son kapha. Donc, si on est surtout pitta, on va vouloir pacifier le feu avec l'énergie de la paix. Hein? Donc, être beaucoup dans le calme, dans le zen, dans le réconfort, dans le frais. Si on est surtout vata, on va y aller avec l'énergie de la stabilité hein, pour calmer le tourbillon mental, calmer l'aérien. Donc, on va essayer de stabiliser. Et si on est surtout kapha, ben là, au contraire, on va essayer d'équilibrer avec l'énergie de la stimulation parce que kapha est déjà très groundé, très écrasé au sol. Donc, lui, on va le stimuler avec tout ce qui est plus vigoureux, tout ce qui est plus énergique, tout ce qui est plus vivifiant. Donc, kapha. Et on va pratiquer Nadi Shodhana, donc notre belle respiration alternée pour les 3 doshas. Elle est fantastique. Et en fait, je vous le dépose ici, mais c'est vraiment sans pression et sans attente pour celles qui auraient envie d'aller plus loin. Donc, de faire partie parce que j'étais supposée le faire en mai, puis finalement, j'ai reporté en août. J'avais beaucoup trop d'engagement ce printemps. Donc, le premier cercle de gynécologie ayurvédique et holistique, donc dans lequel on va explorer l'herboristerie ayurvédique, les rituels ayurvédiques, mais vraiment spécifiques à la gynécologie, à la santé hormonale, à la santé menstruelle, à la périménopause, la ménopause, la santé sexuelle, la fertilité. Donc, on va toutes les voir. Vraiment 5 semaines. Ça va être 5 rencontres. Tous les mardis soirs, heure du Québec, de 19h à 21h pendant tout le mois d'août, donc 5 rencontres dans lesquelles on va être un petit groupe super intime de belles humaines souveraines pour s'élever ensemble et profiter de ces enseignements millénaires qui changent complètement la vie. Donc, c'est un investissement de 222 plutôt que 333 $. Donc, c'est à rabais présentement si ça vous tente. Puis, c'est la première fois que j'en parle. Donc, vraiment, j'ai comme, c'est ça, aucune attente, aucune pression. Si ça vous appelle d'explorer davantage la gynécologie ayurvédique, vous serez les bienvenus. Le lien est juste là, mais je vais vous le mettre dans le chat aussi après et dans le courriel de rediffusion. Donc, voilà pour ça. Et pour celles qui ont envie de toucher à la yoga-thérapie, parce que la yoga-thérapie est le Ayu Yoga, donc le yoga plus ayurvédique, et c'est aussi ce qu'on va faire dans le cercle de gynéco holistique et ayurvédique. On va aussi faire un petit peu de yoga, d'Ayu Yoga. Bon, donc pour celles qui auraient envie d'explorer la yoga-thérapie hormonale pelvienne, donc encore une fois, pour honorer notre cycle menstruel, notre énergie féminine, notre énergie masculine, vous avez 1 semaine d'essai gratuit en tout temps. Donc, ça me fait vraiment super plaisir de vous offrir ça. C'est
sans aucune pression, encore une fois, sans attendre. Vous pouvez participer à la semaine gratuite en sachant très bien que vous ne resterez pas inscrite. C'est parfait, parfait aussi. Et pour celles qui souhaiteraient rester inscrites, sachez que pour tout l'été, il y a une promotion. Donc, l'abonnement mensuel que vous pouvez résilier en tout temps est à 20 de rabais et l'abonnement annuel est à 40 de rabais. Et ça vous donne accès à tous les lives. Donc, il y a au moins entre 5 et 7 classes de yoga thérapie hormonale et pelvienne par semaine, donc en direct. Et il y a des masterclass aussi. Donc, dimanche prochain, d'ailleurs, il y en aura une en yoga thérapie hormonale, une belle masterclass de 3 heures. Et ça vous donne aussi accès à toutes les rediffusions. Donc, toutes les rediffusions. Il y en a plus d'une centaine. On doit être rendu à presque 150 maintenant sur la plateforme. Des séances qui vont entre 10-12 minutes et 60 minutes que vous pouvez pratiquer pour honorer votre énergie féminine, votre énergie masculine, votre cycle menstruel aussi, parce que le Yoni Loft, c'est une plateforme sur laquelle on veut honorer son cycle menstruel. Donc, si on est dans notre phase folliculaire, par exemple, on veut pratiquer un yoga qui est plus hormonal, même chose dans notre phase ovulatoire. Et si on est dans notre phase prémenstruelle et menstruelle, ben là, on veut pratiquer un yoga qui est beaucoup plus en ouverture, un yoga pelvien, un yoga qui nous permet de se décongestionner, de s'oxygéner, de redescendre l'énergie vers le bas du corps. Donc voilà, donc c'est pas mal ça que je voulais vous partager. Ce ne sera pas bien long. Je vais juste mettre les liens dans le chat, puis je vais répondre à des questions par la suite. Donc, je vous ai mis les deux liens, le lien pour le cercle et le lien pour le Yoni Loft, si vous avez envie d'explorer. Oui, tutoriel, absolument, je vais vous faire ça. Et ça va être en Zoom. Donc, en Zoom, je sais que pour certaines, c'est pas nécessairement la meilleure option. Je suis consciente et je rêve aussi de ces moments de connexion en live. Et d'ailleurs, restez branchés parce qu'il y aura possiblement, éventuellement, des retraites d'un jour ou peut-être des retraites de quelques jours. On verra bien où la vie va nous amener. Mais la raison pour laquelle je veux offrir le cercle encore cette fois, ben, en fait, c'est la première fois que je vais l'offrir, mais que je veux l'offrir encore en Zoom, c'est pour permettre au plus d'humaines possible d'y participer parce que je suis dans les Laurentides à Montréal et je sais que la plupart des humaines de ma communauté ne sont pas nécessairement à côté de chez moi. Donc, ça permet à des humaines de partout au Québec, mais de partout dans le monde aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humaines de ma communauté qui sont de l'autre côté de l'océan, donc en France, en Belgique, en Suisse. Ça peut leur permettre de participer aussi et d'être exposés aussi à ces belles connaissances qui changent la vie. Merci, merci, merci à toutes celles qui ont été là, qui doivent nous quitter. C'est parfait, parfait. Je suis vraiment honorée d'avoir pu passer ce moment-là avec vous. Et on peut peut-être prendre un petit 5 minutes si vous avez des questions, que ce soit sur ce que je vous ai présenté, quand même en rafale, parce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais je voulais vous en donner le plus possible. Donc, si vous avez des questions sur l'atelier ou sur le Yoni Loft ou sur le cercle de cet été ou peu importe, je suis là. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros, vous pouvez lever la main, vous pouvez les déposer dans le chat. Merci à toutes pour vos beaux mots dans le chat. Super, contente que ça vous ait plu, que ça a été clair aussi. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Là, celles qui sont sur Facebook en live, je ne vous vois pas, je vous vois pas. Je vois pas si vous avez des questions ou des commentaires, mais déposez-les dans les commentaires sous le live, puis je vais y répondre après.
Léa qui demande est-ce que la vision des saisons est indiquée dans les textes ayurvédiques? Écoute, c'est une bonne question et évidemment, je n'ai pas lu tous les textes ayurvédiques qui existent. J'en ai lu plusieurs, mais pas tous. Mais oui, on parle beaucoup des saisons dans les textes ayurvédiques. D'ailleurs, quand on parle de rythme et de cycle, tout part des saisons et on utilise l'archétype des saisons un peu partout. Donc, les saisons qui existent dans notre environnement, mais les saisons de notre vie, les saisons de notre cycle menstruel. Donc, oui, l'archétype des saisons est quelque chose qui est très, très, très valorisé et qui est très documenté puis qu'on utilise vraiment beaucoup en Ayurveda. Absolument, oui. Ensuite, merci. J'ai retenu la notion de nature cyclique plutôt que linéaire. Oui, tellement, absolument, absolument. Tout est un cycle. Et c'est important aussi de savoir que chaque fin de cycle, que ce soit un cycle menstruel ou peu importe, c'est le début de quelque chose d'autre. Donc, il n'y a jamais de vraie fin. Donc, tout se régénère, tout recommence. Quand quelque chose se termine, quelque chose d'autre débute, naît. Et c'est ça la nature de la vie, hein? Tout se transforme et ça nous donne aussi l'occasion, nous, dans cette nature cyclique, d'apprendre, d'évoluer, de grandir, de nous transformer. Oui, voilà, j'aime beaucoup cette notion aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, réflexions? Écoutez, merci. Merci, merci. Je vous laisse aller pour honorer votre temps, pour honorer le mien aussi. Il est déjà 12h20, presque. Merci d'avoir été là. Merci pour votre intérêt. C'est certain que c'était très en rafale, mais avec tout mon cœur. Il y en aurait tellement long à dire, mais sachez que si vraiment le cercle vous intéresse, on va vraiment décortiquer les règles, le cycle menstruel, les Rutucharya, Dinacharya, Ratricharya, donc tous les rituels du matin, du soir, les rituels aussi pour nous permettre d'avoir des menstruations ou un cycle ou une vie plus douce. On va aussi décortiquer tous les défis gynécologiques, donc syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, aménorrhée, dysménorrhée, ménorrhagie. On va aborder la fertilité, la périménopause, comment apaiser les différents symptômes, que ce soit la sécheresse vaginale, les bouffées de chaleur. Donc, on va vraiment tout aborder et on va l'aborder de façon, en fait, avec l'herboristerie, avec les plantes, on va l'aborder avec le yoga, la yoga et avec les rituels qui changent la vie. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle, n'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions. Et n'hésitez pas, c'est ça, à interagir avec moi, peut-être à répondre au petit courriel que je vais vous envoyer avec le lien de rediffusion. Donc voilà. Merci pour tout. Merci pour votre intérêt, pour votre belle présence et au plaisir de s'élever ensemble, probablement bientôt. Bye bye, à bientôt. Bonne fin de journée.